Et je voudrais que le Congolais qui nous suit analyse ensemble avec nous. Vous dites que le ministre des Affaires rwandais dit que, écoutez, il n'y a pas de crise humanitaire, tout ça, tout le reste. Moi, je suis intéressé par ça. Lorsque un État étranger, un ministre d'un pays étranger, est en mesure d'avoir une telle information qui relève de la sûreté intérieure d'un État, qui relève de services internes d'un État, ça veut dire... C'est qu'il a le contrôle. Voilà. Il a le contrôle de ce coin. C'est aussi clair que ça. Ça veut dire que lui contrôle, ça veut dire que lui maîtrise la situation, ça veut dire que tous ceux qui sont là exercent leur influence sous son influence. C'est assez clair. En fait, ils sont pas aussi malins, hein. C'est-à-dire qu'ils se livrent à eux-mêmes quand ils donnent de telles informations. Autre chose, réfléchissons ensemble. Le Rwanda veut se cacher bien qu'ils se disent... Parlons-nous un peu, parlons bien, parlons vrai. AFC M23 existe aujourd'hui. Qui est à la tête? C'est Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui n'a jamais, je ne sais pas si moi j'ignore, peut-être on va me le rappeler, Corneille Nangaa n'avait jamais géré dans le passé un mouvement populaire ou n'avait jamais été à la tête d'une institution de sécurité. Il arrive à la tête d'un mouvement qui existe depuis 2012, le M23, les dissidents du CNDP. Ça veut dire qu'eux, ils ont fait chemin avec les Makenga, les Tanganda et consorts, les Makenga, les Runiga et consorts. Lui, il arrive directement, il est à la tête. Sur base de quel élément toutes ces personnes qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, durant autant d'années, lui ont cédé une telle fonction, alors qu'il ne venait de nulle part, il a été parachuté. Il n'y a qu'une seule possibilité. Ça veut dire la personne qui a créé cette affaire, qui décide sur cette affaire, a décidé de le placer parce que lui n'avait aucun contrôle sur ça. Parce que Corneille Nangaa, avant de partir, il est parti, je crois, en novembre 2023. Déjà au mois de février, le 26 février 2023, Corneille Nangaa s'était opposé à tout ce qu'il y avait comme agression à l'est du pays. Et à cette époque, l'agresseur était le M23. Mais par la suite, il se retrouve à la tête. Ça veut dire qu'on lui a placé. Il est en train de représenter ce qu'on appelle le cheval de Troie, en fait. Et il représente les intérêts des grandes puissances. Une fois que leurs intérêts se retrouvent, attendez, ne soyez pas étonnés qu'ils soient neutralisés. Allons encore très loin. La guerre. La guerre nécessite des gros moyens. Dans le marché mondial, on estime qu'une balle coûte en moyenne $1. Supposons que par balle, $1 et que par jour, on est en mesure de tirer plus ou moins 10 000 balles. Ça veut dire que vous avez 10 000 $, le jour, rien que par balle. Ça fait combien le mois? Sans oublier l'instrument dans lequel on met les balles. Aller, non? Voilà. C'est-à-dire, ça fait combien déjà par balle? Ça fait combien maintenant par jour et par mois? Après, la tenue, ou bien l'artillerie militaire, c'est-à-dire les instruments, Kalachnikov, Uzi et tout le reste, au bout du rouleau, même la ration, si on prend la ration d'un seul militaire au front, c'est $10 par jour, ils sont à combien? Ça veut dire en fait que pour entretenir un tel mouvement, il faut les moyens d'État. Parce qu'un seul individu ne peut pas sortir ses propres moyens pour... Parce que c'est la richesse de ses enfants et de lui-même. Voilà, donc il faut des moyens d'État. Ça veut dire en fait, comme le Rwanda se porte toujours au secours de l'AFC M23, à chaque fois qu'il y a une position tranchante contre, c'est le Rwanda qui s'accuse pour dire au peuple congolais, écoutez, moi je finance l'armée. Donc aujourd'hui quand même, ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que après M. Laurent Désiré Kabila, vous avez Félix Tshisekedi qui a la capacité d'affronter frontalement le président Kagame et de le citer nommément. Parce que dans le passé, nous étions dans une forme de duplicité, d'ambiguïté. On nous a raconté qu'en 2013, qu'on aurait vaincu le M23, entre guillemets, mais malheureusement, contre toute attente, on a compris, on a constaté qu'un rapport de Human Rights nous a démontré que pour mater les Congolais qui voulaient réclamer un droit constitutionnel, ça veut dire les élections, le président qui aurait, entre guillemets, maté les M23 en 2012... les a réutilisés. Voilà, maintenant il faudra se poser la question, quand est-ce qu'ils ont fait leur intégration au niveau des forces loyalistes et régulières? Ils ont été affectés où? Ils ont été formés où? Parce qu'au niveau de l'école de formation des polices, ils ne s'y trouvent pas. Voilà comment est-ce qu'on a amené des assassins. Et aujourd'hui, ne vous étonnez pas, ce sont les mêmes assassins qu'on a utilisés en 2016 pour mater les peuples congolais, qu'on a aujourd'hui encore utilisés en 2025 pour tuer des millions et des millions de Congolais. C'est pour dire que la posture du président de la République qui jusqu'à aujourd'hui a refusé de succomber, parce qu'il suffit juste que le président accepte l'inacceptable, nous aurons la paix. Hein, parce que les gens qui disent que, écoutez, Félix Tshisekedi est complice de tout ce qui se passe à l'Est, mais c'est clair, il n'a qu'à accepter tout ce qu'on lui demande, nous aurons
Une paix fictive, nous l'avons eu dans les années passées. Vous connaissez ce qui s'est passé. Vous avez vu en 2003, avec l'accord global et inclusif, comment est-ce qu'on a fait des sergents du FPR, notamment Jules Moutebisi, qui était sergent FPR de Paul Kagame, il est devenu colonel ici. Gunda Bator était sergent FPR de Paul Kagame, il est devenu général ici. Je sais qu'il ne peut qu'accepter de telles choses, et puis vous aurez des gens qui, sans formation, devenir aussi des généraux, devenir des colonels, et puis mater vos forces régulières. Ça va être le cas. Pourquoi ils refusent? Ils connaissent qu'on a connu aussi le même mixage avec le CNDP, où c'est que mon frère Christophe disait, pourquoi ils veulent rester dans le Kivu? À la différence du brassage, où on vous met ensemble, où on vous éparpille un peu partout dans le Congo, mais en 2000 c'était les mixages, ça veut dire on vous met dans une armée régulière, mais vous restez contrôler une seule zone qui est le Kivu. C'est ce qu'on veut faire. Tshisekedi refuse et le brassage et le mixage. Il estime qu'en fait tout ce que nous avons construit aujourd'hui va se branler que si nous ne faisons ce qu'ils veulent. Alors voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, le refus, la posture du président de la République, jusqu'à ce jour, de refuser d'accepter l'inacceptable, atteste que nous allons vers la fin. Il faut que même le monde extérieur comprenne que nous sommes déterminés et que nous avons toutes les capacités de faire disparaître toutes les menaces. Alors je dis toutes les menaces d'où qu'elles proviennent. Mais en même temps, quelque chose que mon frère Christos a dit ici est très intéressant. Il dit les revendications ne sont fondées, en fait, ne sont pas fondées, ne sont même pas légitimes. Ça ne repose autour de rien. Réfléchissons ensemble. Supposons, parce qu'on entend certains qui sont manipulés dans ce sens, certains Congolais, de dire que, écoutez, nous sommes marginalisés, nous sommes discriminés, parce que c'est ça les discours qu'on veut mettre. Réfléchissons ensemble. J'ai parlé avec des anthropologues et ceux qui ont fait les études sociologiques vraiment très avancées. Ils nous disent qu'en RDC, nous avons 450 tribus et ethnies. C'est ça. C'est du moins que je me trompe. En admettant que nous avons 450 ethnies et tribus, je réfléchis. S'il y aurait une race, une communauté qui serait discriminée, ça veut dire ceci. Il fallait que dans ce Congo, nous ayons 449 ministres. Que nous ayons 449 DGPCA, par exemple. Que nous ayons que la 450e ethnie se dise être criminée. Exact. Discriminée. Pourtant, si nous n'avons pas 449 membres du gouvernement et 449 membres dans les entreprises, ça veut dire ceci. Il y a également des ethnies et des tribus qui ne sont pas représentées dans les institutions de la République. Mais pourquoi eux ne qui ne prennent pas les armes? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. S'ils ne prennent pas les armes, alors il y a une réponse claire. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas les armes parce qu'ils se disent que ceux-là sont nos frères. Ils sont de même sang congolais que nous, on ne peut pas les exterminer. Mais ceux qui prennent les armes, la réponse est claire. Ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas aux Congolais. Ils ne reconnaissent pas que c'est leur sang. Parce que si tu reconnais que c'est ton sang, tu ne voudras pas les assassiner, les exterminer. Il y a tout ce problème qu'il faut régler définitivement parce que ce sont de faux prétextes que certaines puissances utilisent pour piller le Congo. Le Congo, comme mon frère disait, va au-delà de nos colorations politiques. Le Congo va au-delà de nos clivages politiques. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons été, pas moi parce que je le savais déjà, mais certains Congolais ont été scandalisés de voir un acteur politique majeur de notre pays ne pas être en mesure de citer le pays qui agresse la RDC. Ça veut dire que nous avons atteint le Rubicon où même un enfant de 2 ans sait que le Rwanda nous agresse, mais vous avez un acteur majeur de ce pays ayant occupé des fonctions, mais qui n'est même pas en mesure de citer l'agresseur parce que on estime qu'on est dans des clivages avec Tshisekedi. Écoutez, Tshisekedi partira un jour, même si nous voulons garder le président Tshisekedi jusqu'à. Mais Dieu, le bon Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que le président Tshisekedi ait un début et une fin. Il partira un jour, mais le Congo ici il restera. Ce qui est dommage, c'est que certaines personnes, en fait, en fonction de leur coloration, de leur clivage, de leurs problèmes personnels avec le président ou le régime en place, ils n'ont pas compris que si aujourd'hui le pays ici, ce pays, on nous l'arrachait, je suis convaincu, parce que nous sommes pluriels en termes de religion et de croyances, je suis convaincu que même nos dieux, là où nous partirons, ils ne seront pas fiers de nous. Parce qu'ils nous auront donné une terre et que les étrangers seraient venus ravir cette terre. Au lieu de laisser nos enfants, laisser ça à nos enfants, parce que c'est ça le comble. Nous partirons un jour. Mais si on ne se lève pas et qu'on ne se bat pas, nos enfants vivront sur leur propre terre comme des esclaves. Et c'est ça la pire humiliation. C'est ça l'insulte. Voilà pourquoi nous, Congolais, nous devons nous rendre compte à l'évidence, nous réveiller au-delà de toute coloration et clivage politique, mais mettre le Congo en avant-plan. Et c'est de cette manière seulement que nous serons un peuple digne. Très bien.